Zone Actu, tout de suite les journaux. Au sommaire de cette édition d'information, la Première ministre a lancé ce mercredi 28 mars 2026 le système d'alerte précoce pour tous contre les catastrophes naturelles en République démocratique du Congo, une initiative qui vise à protéger l'ensemble de la population contre les catastrophes naturelles et sanitaires d'ici 2027. La Commission électorale nationale indépendante vient de fixer le calendrier pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankoro. Tout va se dérouler le 24 mars 2026 après une vacance constatée à la tête de l'exécutif provincial du Sankoro. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Cette initiative, un système d'alerte précoce pour tous lancé ce mercredi 28 juillet par la Première ministre Judith Suminwa, vise à protéger l'ensemble de la population contre les catastrophes naturelles et sanitaires d'ici 2027 en garantissant que chaque citoyen soit couvert par un système d'alerte précoce multi-aléas et multi-risques. Porté conjointement par le gouvernement congolais à travers les ministères de l'Intérieur et les systèmes des Nations Unies, l'initiative renforce la gestion des risques liés notamment aux inondations, à l'érosion, aux sécheresses, grâce à la surveillance, la prévision et la communication. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a salué une initiative qui s'inscrit dans la prévention et la protection des citoyens et de l'économie nationale. Les impacts du dérèglement climatique tels que les inondations, les sécheresses et les épidémies, continuent de provoquer des pertes en vies humaines, des destructions d'infrastructures, l'affaiblissement des économies locales et des pressions sur les finances publiques. Face à cette triste réalité, le statu quo n'est plus une option. Il est impératif de rompre avec une approche essentiellement réactive, coûteuse et insuffisante pour bâtir un système national fondé sur la prévention, l'anticipation et la résilience. C'est dans cette dynamique que le gouvernement, sous la haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, a engagé des réformes majeures dans le domaine de la gestion des risques de catastrophes et ce en parfaite cohérence avec le cadre de Sendai 2015-2030. Aujourd'hui, notre pays peut légitimement se prévaloir, comme l'a indiqué Monsieur le Vice-Premier ministre, d'une stratégie nationale de gestion de risques de catastrophes et d'une politique nationale de gestion des risques de catastrophes. Ces acquis constituent des fondations solides pour la construction d'un système national moderne et efficace de réduction des risques. Ils témoignent de la volonté politique claire du gouvernement d'inscrire la protection des populations parmi ses priorités stratégiques. Les systèmes d'alerte précoce multirisques représente de ce fait un outil essentiel pour concrétiser cette ambition. Présent à Kinshasa, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques et des catastrophes, Kamal Kishore, a reconnu les mérites des autorités congolaises. Un an s'est écoulé depuis l'amputement de certaines parties stratégiques de son territoire par le Rwanda. La RDC ne relâche pas la pression sur le pays agresseur. Le gouvernement congolais s'en tient à refuser l'oubli, banaliser la guerre ou encore négliger la souffrance de populations meurtries. Une approche autant résiliente que salvatrice prônée en cette journée dite de mémoire de Bunagana à Uvira, organisée mardi 27 janvier à l'Académie des Beaux-Arts. La journée de mémoire d'aujourd'hui n'est donc pas un rituel de circonstance, ni un exercice symbolique détaché de l'action. Elle procède, Madame la Première ministre, d'un choix clair que vous avez fait avec le Président de la République de refuser l'oubli, de refuser la banalisation de la guerre et de refuser que la souffrance de nos populations soit reléguée
au silence ou à l'indifférence. Si vous avez voulu marquer cette journée de mémoire, c'est parce que la mémoire est un acte de responsabilité. Elle oblige, elle engage, elle rappelle que ce qui se joue aujourd'hui dans la partie est de notre pays concerne l'ensemble de la nation, son intégrité territoriale, sa dignité et son avenir. Sur la même ligne, le volet judiciaire, lui, affirme assurer sa souveraineté, car il n'y a pas de paix dans l'impunité, a noté Guillaume Gueffa, ministre d'État de tutelle, également l'un des panélistes à cette conférence. Défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale demeure une ligne rouge fixée par Kinshasa, au point que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a tenu à préciser que la fidélité de son gouvernement restera sans nul doute infaillible envers les victimes. Hier, comme aujourd'hui, il s'agit d'une même exigence de dignité, d'un même refus de la domination et d'une même volonté de rester maître de notre destin. La mémoire des martyrs de l'indépendance éclaire la mémoire des victimes de la guerre actuelle et rappelle que la souveraineté de la République s'est toujours construite dans l'épreuve, le courage et la fidélité à la nation. Mais c'est aussi une journée pour remercier tous ceux qui ont œuvré et œuvrent encore au niveau national et international pour que nous puissions finalement avoir la paix. Le présent processus de mémoire collectif lancé s'inscrit dans la durée dans une série d'initiatives structurées pour la tenue d'un dialogue entre le gouvernement et la société civile. Quels mécanismes de prévention et quelles réponses apporter face aux catastrophes naturelles afin d'en réduire sensiblement les risques? Voilà une problématique qui préoccupe le gouvernement souminois. Cette question était au centre de l'audience que la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordée ce mardi à Kamal Kishore, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chargé de la réduction des risques des catastrophes en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani. À l'issue de l'audience de ces jours, Kamal Kishore a salué les progrès réalisés par le gouvernement congolais en matière de gouvernance des risques et des catastrophes, notamment dans la réglementation du secteur. Tout ce qu'on a discuté, on peut le résumer en trois choses. Le premier, c'est d'abord, il y a cette avancée dans la mise en place de ces structures. La Direction générale de la protection civile. On veut voir dans la mesure du possible comment les autres institutions doivent contribuer à alimenter cette structure et à travailler en étroite collaboration avec cette structure. Il y a le secteur par exemple de l'agriculture, le développement. Quand je quitte l'aéroport pour venir ici dans les centres-villes, il y a des infrastructures. Comment nous rassurer que ces infrastructures sont résilientes? C'est tout un sujet, c'est toute une thématique et ça demande la contribution de tout un chacun. De son côté, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a réaffirmé l'engagement du gouvernement dans la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous le leadership de son Excellence Madame la Première ministre, reste très engagé dans la thématique de gestion des risques et catastrophes. Est ravi aujourd'hui de pouvoir accueillir le représentant spécial, M. Kamel, le secrétaire général des Nations Unies dans cette thématique, qui va continuer à apporter son accompagnement, l'accompagnement de son institution technique et aussi financier, pour permettre à ce que nous puissions implémenter dans les meilleures conditions la politique du gouvernement qui a été adoptée il y a quelques semaines sur la problématique de la gestion des risques et catastrophes. La République démocratique du Congo, comme plusieurs autres pays du monde, est régulièrement confrontée à des catastrophes naturelles telles que les inondations, les érosions, les éruptions volcaniques ainsi que d'autres accidents majeurs causant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Mais face à ces drames, les pays font preuve de résilience. Avant de penser à tout appui extérieur, le gouvernement a fait de la réduction des risques et des catastrophes l'un de ses défis en vue de sécuriser les personnes
et l'air bien, conformément au premier pilier de son programme d'action. En outre, il applique une gestion responsable de l'écosystème tel que défini au 6e pilier du programme. L'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankoro a été fixée au 24 mars 2026 par la Commission électorale nationale indépendante. Cela fait suite à la vacance constatée à la tête de l'exécutif de cette province, a annoncé le président de la CENI, Denis Kadima, qui fait suite à la destitution de Victor Kitenge par l'Assemblée provinciale du Sankoro le 26 mai 2025 à Lusambo, une décision qui était confirmée par la Cour constitutionnelle dans un arrêté rendu le 24 octobre 2025. Dans un calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante, la campagne électorale va se dérouler du 20 au 22 mars 2026 et le scrutin le 24 mars 2026 qui va se dérouler au sein de l'Assemblée provinciale du Sankoro. La proclamation de résultats définitifs sera publiée au 10 avril 2026, suivie de l'investiture par le président de la République le 15 avril 2026, après le traitement des éventuels contentieux par la Cour d'appel du Sankoro. Cette décision fait suite à la saisine de la Commission électorale nationale indépendante par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur instruction de la haute hiérarchie conformément à l'article 198 de la Constitution. Le gouverneur du Sud Kivu a fait le point sur la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira, une ville qui était occupée par les rebelles de l'AFC M23 après les injonctions données par les États-Unis au respect de l'accord sur le départ de ces rebelles dans la ville d'Uvira. Tout semble rentrer à la normale avec les retours légers des activités dans cette partie de la province du Sud Kivu, comme l'affirme le gouverneur de cette province, Pouroussi Sadiki. Notre administrateur du territoire qui est basé à Fizi et qui gère le port de Baraka, ainsi que le port de Bujumbura et le port de la Tanzanie ici à côté à Kigoma. Et donc que les activités reprennent, c'est-à-dire les bateaux vont venir de ces ports, de ces endroits, de ces villes pour ici, et nos bateaux, nos marchandises vont partir de l'autre côté. Nous sommes très contents parce que la population a tant souffert et aujourd'hui il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas de travail. Toute cette population est très contente ici parce que pour une fois ils vont reprendre leurs activités économiques. C'est des centaines voire des milliers d'emplois et de vies qui sont concernés. Maintenant, l'étape prochaine, dans 2-3 jours, je vous annonce l'ouverture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Depuis que le M23 est rentré, il y a les écoles qui ont été empêchées de fonctionner. Il y a certaines écoles qui ont été détruites. D'autres, on a intimidé les enfants, on a fait fuir les enfants. D'autres ont été tués et blessés. Mais nous allons engager encore une fois le gouvernement de la République. Vous savez qu'il y a quelques jours, le vendredi passé, le Conseil de ministres au niveau national, présidé par le président de la République, chef de l'État, a décidé de mobiliser des moyens importants pour la province du Sud Kivu pour aider à gérer les urgences. Et grâce à ça, nous sommes confiants que les moyens vont nous arriver. Mais au-delà de ça, il faut dire que nous allons immédiatement, d'ici 2-3 jours aussi, procéder à la rouverture des écoles parce que nous avons amené la ministre de l'Éducation. Elle est là? Oui, nous avons notre ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique ici. Après ici, et son équipe technique et les enseignants, les provèdes et les autres, ils vont passer dans toutes les écoles pour aller voir l'état des lieux, pour faire un état des lieux. Et les quelques écoles qui sont détruites, nous allons rapidement mettre en place un mécanisme pour leur réhabilitation. Mais en attendant la réhabilitation, Madame la Ministre, il faut voir si tout va bien. Comme les militaires nous ont déjà dit que tout va bien, il n'y a pas de mines antipersonnelles, les mines antipersonnelles ont déjà été enlevées. Il a par ailleurs affirmé la reprise de l'école sur toute l'étendue de la ville d'Uvira dans les jours prochains. Messieurs le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellence, première étape de la cérémonie de ce jour est
Après les lancements des contrôles de documents de véhicules, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a fait les tours de la ville accompagné de son vice-gouverneur Eddie Yeli sur les différents carrefours où les agents commis au contrôle des véhicules sont à pied d'œuvre. Ils ont commencé cette inspection au niveau du boulevard du 30 juin puis l'avenue du 24 novembre avec comme slogan Kinshasa et Zobonga Tosaba Tosayo. Malgré ces mesures prises par l'autorité provinciale, les usagers des transports en commun vont-ils exiger des routes en bon état à l'autorité urbaine au regard de la solution envisagée par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa? La question reste pendante. Si tous les documents sont payés par tous, les embouteillages resteront inchangés. Ces demi-mesures répondront-elles aux problèmes qui exigent des solutions structurelles, notamment sur la problématique des routes dans la ville-province de Kinshasa? Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration du nouveau campus de l'Université de Kananga, la plus grande institution publique d'enseignement supérieur et universitaire de la province du Kasaï central. Cette infrastructure aux standards internationaux offre une capacité d'accueil d'environ 3500 étudiants et comprend 2 bâtiments administratifs avec 72 bureaux et salles de réunion. Elle est dotée de 16 auditoires de 200 places et 3 blocs résidentiels pour les étudiants d'une capacité de 200 personnes auxquelles s'ajoutent des grandes bibliothèques, 14 laboratoires de recherche, une salle informatique ainsi qu'un restaurant. Elle propose une offre de formation diversifiée répartie en 7 filières et 3 écoles spécialisées. Ce joyau architectural a été conçu de manière à favoriser l'excellence académique, l'innovation et l'épanouissement des étudiants. Un chef-d'œuvre au-delà de l'aspect académique puisqu'il prévoit d'alimenter la cité universitaire en électricité et désenclaver la province du Kasaï central. Une manière aussi de concrétiser l'engagement du président de la République d'offrir à la jeunesse une condition d'études et de recherche à la hauteur de ses ambitions. Plus que jamais auparavant, l'université de Kananga se positionne comme un pôle de formation pour l'ensemble du pays. Les familles Bankoto, Mankoto, Bondoko et Musungai ont la profonde douleur d'annoncer les décès à l'hôpital Biamba Marie Mutombo de leurs sœurs, mère, tante et grand-mère Angèle Bankoto Mbolikoko survenue le 14 janvier 2026. Tout en recommandant son âme à vos ferventes prières, le programme de funérailles se présente de la manière suivante. Jeudi 29 janvier 2026, 18h30, messe à sa mémoire, suivie de la veillée mortuaire dans la résidence familiale sise sur l'avenue Bomboma, numéro 44, direction Gambela, dans la commune de Kasavubu, référence rond-point force publique et l'église protestante d'Issala. Vendredi 30 janvier 2026, 8h30, levée du corps de la morgue de CHU du cinquantenaire. Névergiste, arrivée de la dépouille mortelle à la paroisse Christ-Roi pour les derniers hommages. 11h, levée du corps pour l'enterrement au cimetière nécropole entre terre et ciel. 15h, bain de consolation à la résidence familiale sur l'avenue Bomboma, numéro 44, Kasavubu, référence rond-point force. Ces communiqués tient lieu de faire part. Papa